Jérémy, tu sais Oui? qu'est-ce que je vais dire là, hein? Non, je sais Tu pas. sais pas ce que je vais dire? Ah oui, je le sais. T'es sûr? Ok. Oui, je le sais. Est-ce que je peux y aller quand même? Tu veux-tu que j'y aille? Non, vas-y donc. C'est le temps d'une C'est bière. le temps d'une bière, Jérémy. Hey, je suis content de te voir. Cheers. Qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui? Aujourd'hui, on boit de la Farnham, une pilsener de Farnham. Un petit peu de caramel, un petit peu d'amertume. Puis techniquement, c'est censé finir avec beaucoup de houblon. Je dis ça, mais j'ai pas encore goûté. C'est ça, Farnham, ça vient de... C'est pas loin, c'est juste passé Montréal. Ça, Ouais, c'est ça? c'est dans la ville éponyme de Farnham. OK. Ça se boit très bien. Ouais, non, c'est bon. C'est léger. Très léger. Right? Je pense que, tu sais, si on parle de Pilsner, en tout cas, moi, je connais pas trop la Pilsner, mais je te dirais que quand je commande une Pilsner, c'est léger. Ouais, ben c'est un peu ça le but de l'opération. Hein. Puis je pense que c'est une des raisons pour laquelle la Pilsner, c'est une des bières les plus bues au monde. Aux États-Unis, c'est le plus grand vendeur par volume. Ah ouais, hein? Ouais. Mais tu sais, quand on parle de Pilsner, là, on parle probablement genre de la première bière bue par à peu près tout humain buvant de la bière à Ah ouais, n'importe quel moment. fait que la Pilsner serait une des premières créations de la bière. Ah non, c'est pas ça que je veux dire. Non, OK. Je veux dire, toi, ta première bière, c'est probablement une Pils. Ah, OK. Ouais. Genre, en tant que jeune, qu'est-ce que je vais Ouais. boire en premier? Ça va être la Pils. En tant qu'adolescent, il est très probable que la première fois que tu t'as acheté un 6-pack, ben, peut-être pas en tant qu'adolescent, mais un petit peu plus tard. Non, mais là, oui. c'est très probable que la J'avais première 12 bière ans. que tu as vue. Non. Je me disais aussi. Moi, je pense que la première bière que j'ai bu, là, Ouais. je commençais à travailler dans un restaurant, un petit resto, puis j'étais comme, tu sais, je nettoyais Ouais. les assiettes, là, puis tout ça, là. J'étais le dish boy, là. T'étais le dishwasher. Le dishwasher, C'est ça, boy, ouais. Puis là, il y a un gars qui travaillait là, un ami de mon cousin, puis là, il m'a payé une bière, puis là, je suis comme, ah ouais, c'est cool, comme ça que tu ça sais. commence. Ouais, exactement. Puis c'était dégueulasse. Ah oui, Ouais, c'était pas bon. c'est une Pils. D'après moi, c'était comme, ouais, ben, Alexander Keefe, je pense, Pale Ale, Pale Ale, la Keefe, là. ça se peut. Ouais. Ouais. Puis t'avais Ouais. pas trippé. T'avais Pas à aimé ça. ce point-là, non, Ouais. mais plus tard. Mais tu sais, les premières bières qu'on boit, souvent, on les aime pas. Mais non, on sait pas. Aussi. On sait pas ce qu'on boit, on sait pas non plus pourquoi on les boit exactement. Tu sais, des fois, il y a de la pression sociale. Mhm. On dit que l'alcool, comme bien des choses, c'est un goût acquis. Hein. Des gens C'est qui aiment ça, naturellement. l'alcool, le café, le Ouais. vin, la bière, c'est tous des goûts Ah que oui. j'ai acquis beaucoup plus tard. La bière premier, le vin est venu beaucoup plus tard, puis le café est venu quand même assez tard pour moi aussi. Maintenant, je t'ai dicté à tout, là. Ah oui, tu bois toutes, genre un après Ouais, l'autre. c'est ça. Le matin, t'as 3 cappuccinos. Ouais. Après ça, t'as 2 expressos. Après ça, Ouais. t'as 2-3 lattés pour l'après-midi Ouais, pour le bien petit verre de compléter. vin, puis après ça, la Ben petite oui. bière. Ah oui. Ouais. Non, mais sérieusement, t'as pas l'air d'un gars qui fait des excès. Là. Tu te Non, tiens quand même bien en il forme. n'y a pas d'excès, là, c'est des blagues. Ben oui. Puis, fait que parlons un peu, la Pilsner, tu sais, ça vient d'où? Pourquoi ça s'appelle une Pilsner? Est-ce Ben qu'on oui. le sait? C'est quoi On le l'histoire derrière sait. ça? C'est ça qui est fascinant avec la Pilsner, c'est que son histoire est vraiment facile à tracer par rapport à peu près à toutes les autres histoires de bières, de différents types de bières. Où est-ce qu'il y a toujours un peu de légende, il y a toujours un petit peu de mythe, puis il y a toujours surtout beaucoup de rêves ou de nostalgie autour de ça. La première IPA, la première stout, c'est toujours un peu entouré de mystère. Mais pour la Pils, c'est ridiculement transparent, aussi transparent que la bière. Ça vient d'une ville, en Bohême, qui est une région historique qui aujourd'hui représente plus ou moins la République tchèque. Là-bas, il y a une ville, à peu près à 90 km de Prague, qui avait des conditions extrêmement fertiles pour faire de la bière qui allait révolutionner le monde. Et puis, la raison pour laquelle c'est arrivé, c'est parce que c'est une place qui faisait de la bière depuis très longtemps. Et puis, la qualité de la bière s'était comme détériorée. Je pense que la ville a été fondée à peu près vers le 13e siècle. OK. Et puis, dès le tout début, le grand roi, disons, du Saint-Empire germanique, le grand boss de l'époque, Oui, ça va loin, là. ça va très loin, donne le droit de brasser de la bière aux aristocrates, aux fameux bourgeurs. OK. Donc, les grandes familles sont autorisées à brasser de la bière. C'est comme ça que ça marchait dans ce coin-là du monde. Ouais. On brassait de la bière dans la maison, dans vraiment beaucoup de pays à ce moment-là en Europe. C'est juste que là-bas, les burgers avaient des droits spéciaux pour brasser de la bière. Et on fait ça pendant très longtemps. Excepté que ça a commencé à mal aller au Moyen-Âge, un petit peu plus tard. La Bohême a beaucoup souffert. Elle a été assez sévèrement charcutée par la guerre de 30 ans, qui est une guerre de religion, qui est une guerre sur le droit de pratiquer la religion que tu veux, qui implique vraiment beaucoup de pays. C'est un conflit sanglant, et puis la Bohême va vraiment beaucoup souffrir. Après ça, il va y avoir aussi la peste noire,
La grande, la grande peste de l'Europe, un des épisodes virulents, les pires de toute l'histoire de l'humanité, pas mal pire que la pandémie actuelle, pour mettre les choses en perspective. Et puis, c'est très grave cette épidémie-là. Là. Il y a à peu près un tiers de la population de l'Europe qui meurt. Dans certaines places, c'est jusqu'à 60%. Il y a des villes qui ne se sont jamais remis de ça, démographiquement. Donc, la Bohème mange une claque. Aussi simple que ça. Puis une des institutions qui mange aussi la claque, c'est les institutions brassicoles. Vers le début du 19e siècle, on commence à se plaindre que la bière n'est pas bonne. On commence à se plaindre que la bière est contaminée. On commence à se plaindre que la bière est en retard par rapport à tout ce qui se fait dans le reste de l'Europe. Ah ouais, hein? Ah oui, parce qu'au nord, la Bavière innove beaucoup. Beaucoup de nouvelles techniques brassicoles. En Angleterre, surtout, on a la révolution industrielle. On fait des porteurs qui se conservent quand même assez bien. En Bavière, on commence à faire des bières un petit peu plus claires. En Angleterre aussi, c'est la naissance de la IPA. Les bières commencent à se standardiser un petit peu. Et puis là, il y a comme une espèce de... Comment je pourrais dire ça? Une crise existentielle chez les bourgeurs de la ville de Pilsner qui se disent « Mais là, nous, on est en retard, on est en train de rater le bateau. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? » Mais là, juste pour revenir, ça s'appelle une Pilsner parce que ça vient de la ville de Pilsner. C'est la bière de la ville de Pilsner. OK. En République tchèque. Et puis, c'est ça, c'est les gens de la ville de Pilsner qui se disent « Nous, on était réputés jadis pour faire une excellente bière. Qu'est-ce qui est passé? Qu'est-ce qui s'est arrivé? » Ils étaient réputés pour avoir des excellents maltiers. Ces gens-là qui préparent le malt, c'est-à-dire qui font cuire un petit peu l'orge, qui est une céréale qu'on utilise pour la bière, pour bien la préparer à brasser de la bière, pour avoir de l'alcool, pour avoir de la bonne nourriture, pour la levure qui crée de l'alcool. Bon. Alors là, tout ça va bien pendant quelques temps. Il y a une série de crises vers le 19e siècle. La population se fâche. Il y a un épisode assez fameux en 1838 où est-ce que... On ne sait plus trop exactement qui, mais il y a une bande de personnes mécontentes qui apportent 36 tonneaux pleins de bière et qui les lancent carrément dans la rue et puis ils les déversent. C'est l'équivalent brassicole de la défenestration de Prague. Là. C'est une grande déclaration de « on veut de la meilleure bière ». On veut que ça change. Et ça, on se dit, là, c'est une révolte basée sur la bière. Basée sur la bière. Alors là, les brasseurs vont se mettre ensemble, ils vont se dire « OK, on va aller voir qu'est-ce qui se fait de meilleur. Et puis, on va changer la bière ici et on va essayer de relancer la tradition. » Eux autres, ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient. Là. Ils ne savaient pas du tout que ça allait être une des bières les plus rentables de toute l'histoire de l'humanité, que ça allait complètement révolutionner ce qui se faisait même aux États-Unis, que ça allait devenir un des grands produits d'exportation de la République tchèque beaucoup plus tard. Ce qu'ils veulent, c'est tout simplement recommencer à boire de la bonne bière. Une bonne proposition. Alors ça va arriver. Ils vont envoyer quelqu'un, un jeune architecte de 24 ans, avec aucune expérience pour brasser ou pour construire des brasseries. Et puis, c'est pas grave. Ils l'envoient en Bavière. Ils s'en vont repêcher un des brasseurs qui était le plus connu à l'époque. Et puis, ils demandent « Est-ce que tu pourrais venir pour un petit contrat, construire une nouvelle brasserie? » Ils partent à zéro. C'est ça le plan. OK. Tout ce qu'on a connu jusqu'à date, on le laisse de côté. On fait table rase. Puis on recommence. Ouais, à zéro. Puis ça, pour l'époque, on y pense, là, c'est quand même assez aventurier. Là, c'est quand même assez innovateur. Ouais. Toi, je sais que tu es assez entrepreneur. Je sais que le concept de table rase, tu risques de trouver ça intéressant. OK. Puis c'est ça qu'ils font. On commence à construire une nouvelle brasserie avec la technique brassicole la plus au point de la Bavière, qui fait à ce moment-là une bière qui est très connue puis qui, justement, rend les gens de Pilsner un petit peu mécontents. Ils se disent, on devrait faire ça. Ils font de la Dunkel. OK. C'est une lager, donc une bière de basse fermentation qu'on va faire refroidir, qu'on va faire fermenter pendant les mois d'hiver. Et puis, c'est une bière foncée, mais rafraîchissante, assez désaltérante. Ça, Dunkel, c'est comme le type de bière ou c'est le nom de la bière? Là? C'est le nom, c'est le type. Okay. Elle existe encore, cette bière? Oh, oui, ça existe encore. Ouais, je pense que j'ai déjà vu. Une bière assez connue en Bavière, à Munich même. Ouais. Je pense que j'en ai bu en Europe. Ah oui? Il me semble que ça me dit de quoi, là. Tu viens-tu de... Ah, non. Mais Dunkel, j'ai comme l'idée que j'ai bu ça à Oslo, peut-être. Ça se peut, who knows. Il y a tellement de bonnes bières partout, je veux dire, tu peux pas te tromper. Ah non, c'est sûr. Ouais. Puis il y a tellement des vieilles traditions brassicoles en Europe. Tu prends une bière qui date de quelques centaines d'années, en général, ça vieillit bien. Ouais. Puis la Pilsner, pourquoi tu comme... Tu sais, c'est une bière quand même vraiment claire. Puis est-ce que...
comment qu'elle a été faite, cette bière-là, pour qu'elle soit si claire, puis je dirais, d'habitude, elles sont légères, right, les Pilsner? Est-ce qu'il y en a des plus fortes? C'est ça le concept, c'est C'est vraiment une vraiment bière légère. légère. Le mot-clé ici, c'est désaltérant, clair et or. C'est facile à boire. C'est tellement facile à boire. Aux États-Unis en particulier, quand la Pilsner a commencé à prendre d'assaut le pays, c'est des gens qui travaillaient dans les champs, des ouvriers qui avaient très soif et qui se désaltéraient à fond. On parlait de la Pilsner puis des lagers en général, en fait, parce que la Pilsner, c'est un type de lager. On en parlait comme des bières avec lesquelles tu pourrais pas te saouler. Des bières, Non, c'est ça. tu C'est comme pourrais en boire boire. de l'eau. Ben, c'est ça, non, mais c'est littéralement. Ouais. Ah oui, puis ça remplaçait l'eau aussi, hein, pour bien des personnes. Il y a beaucoup d'endroits où est-ce que boire de l'eau, surtout à l'époque de la révolution industrielle, c'était pas vraiment une bonne idée. Tu voulais pas vraiment boire de l'eau dans une ville industrialisée avant les grands travaux pour hygiéner, pour créer des égouts plutôt modernes. Donc c'est ça. La Pilsner, c'est une bière révolutionnaire. Et puis ça arrive à Pils, dans la ville de Pilsner, en République tchèque, parce qu'il y a des conditions géographiques assez exceptionnelles. Une eau très douce, donc très peu de minéraux. Et puis un type de houblon en particulier aussi. Le houblon, ça c'est important dans la bière parce que ça fait ça évite les bactéries. Ça a un effet anti-aseptisant. Ça aide à préserver la bière. Ça donne de l'amertume. Ça donne aussi toutes sortes d'arômes. Puis il y a un arôme en particulier qu'on veut dans la pils. Si on parle d'une vraie pils originale, là, cette ville-là, on veut que ce soit un tout petit peu épicé. OK. Un tout petit peu épicé. Mais pas trop. Parce qu'on s'entend que les goûts de la pils est comme... Ah non, une pils, ça, tu peux pas jouer avec les règles de base. Parce que si tu fais ça, t'as plus une pils. Puis aujourd'hui, les puristes diraient que la plupart des pils sont librement basés sur l'original. OK. Toi, t'as-tu brassé de la pils? Jamais. Non? Non. T'as-tu l'intention de... Je sais pas, ça me fait peur. OK. Parce que en lisant sur l'histoire de la pils, ben, je lis un peu l'histoire de la pils par les brasseurs qui disent toutes que c'est une des bières les plus difficiles à faire avec la colche. Ah ouais, hein? Ouais. C'est une bière difficile à faire parce que c'est une bière qui est basée sur un concept de balance très exigu. C'est très étroit. Il n'y a pas vraiment de marge d'erreur. On appelle ça la bière nue parce qu'il n'y a aucun goût secondaire sur lequel tu peux te rattraper si jamais tu rates ton goût principal. Non, OK, non, c'est ça. C'est un peu comme faire une bière de blé dans laquelle il y a une céréale et il y a un houblon. Tu n'as pas un deuxième houblon pour compenser si jamais tu n'as pas mis suffisamment du premier houblon. Donc, moi, ça me fait peur. Je ne peux pas en faire. On sait pas trop ce que ça va donner. J'ai pas envie du tout d'essayer. Moi, je fais des ales. Puis ça, c'est l'autre type de bière. Hein. Tu as les lagers, fermentation à froid pendant longtemps. OK. Fermentation basse, comme on dit. Et puis, une ale, c'est un petit peu plus facile à faire. En fait, si on est un brasseur chez soi à domicile, puis qu'on fait ça comme un passe-temps, c'est beaucoup plus facile à faire. Ça demande un petit peu moins d'équipement aussi. Et puis, pour ceux qui s'intéressent à la question, les ales de type stout, ça, c'est les plus faciles à faire. Dans le sens que c'est les moins faciles à rater, si on veut. OK. Ouais. Ça donne toujours quelque chose de bon, tu sais. Ouais. Ou presque. Ouais, parce que tu goûtes le malt, tu goûtes le houblon. Alors, tu sais, tu pourrais la contaminer, mais au moins, le goût va être au rendez-vous. Ouais, parce que la pils, on goûte pas trop le houblon, là. En tout cas, je pense pas. On est censé goûter un heureux mélange de houblon. C'est censé être extrêmement désaltérant, un tout petit peu amer, mais sans qu'aucun des goûts vole la vedette à aucun des autres. Okay. Donc c'est frais, c'est facile à boire, c'est désaltérant, et surtout, ça a la couleur de l'or. Quand cette bière-là est sortie, le côté le plus révolutionnaire, le plus épatant, le plus difficile à croire, le plus incroyable pour le commun des mortels, c'est la couleur. C'était pas le goût, c'est ça, c'était la couleur. Ah ouais. Les gens n'avaient jamais vu ça de leur vie. Maintenant, on voit cette couleur-là, puis des fois, on assimile ça à une bière un peu poche. Tu sais. Ouais. Pas nécessairement, là, parce que moi, il y a des bières que je bois, puis je les aime, là, parce que justement, elles sont douces, sont faciles à boire. Surtout quand il fait chaud, tu es dehors, c'est comme une bière comme... c'est facile à boire, là, disons. Là. Puis je pense qu'on associe ça avec certains vices, on dirait. Facile à boire semble signifier « Ah, ça manque de goût ». Et pourtant, il y a certaines pils qui sont extraordinairement bonnes. Ouais, non, il y a beaucoup de goût, c'est différent, mais ça se rapproche tout, tu sais. Similaire, là, dans un sens. Hein. Ben, il y a une qualité qui est très similaire dans le monde de la lager, qui, je le rappelle, est 95% de toutes les bières qui sont vendues dans le monde, par volume. C'est qu'il y a très peu de... Il y a très peu de particules ou de corps étrangers ou de goûts qui ne sont pas strictement
un type de malt ou comment je peux dire ça? T'as pas l'explosion de saveur qui viendrait normalement avec une IPA dans laquelle on a mis vraiment, vraiment beaucoup de houblon. Donc, il n'y a pas de distraction. C'est fait pour être beau, c'est fait pour être bu froid et c'est censé être très désaltérant. C'est surtout censé être très clair. Il n'y a aucun débris, tu es censé voir quasiment à travers. Et c'est censé être très effervescent aussi. OK. Ouais, ça c'est important. Bon, intéressant. Intéressant. Oui. On est dû pour une autre gorgée, je pense. Ouais, c'est ça. Fernam, là, c'est. J'ai pas mal de bières d'eux autres. C'est quand même bien. Ah oui. Tu penses-tu que chaque brasserie devrait avoir une Pilsner dans leur. Dans leur kit de bière, disons? Je pense qu'il y a beaucoup de brasseries qui aimeraient ça, avoir une très 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 bonne Pilsner. Mais c'est un défi qui est très difficile à relever. Parce que c'est un bon vendeur. C'est un très bon vendeur, c'est ça. Ben, c'est une des bières les plus achetées. Donc déjà, l'information est disponible. Tu sais que si tu fais une Pilsner dans un bar, les gens vont en prendre. Et puis ça, c'est intéressant parce que là, la Pils, c'est déjà sur le marché une des bières les plus importantes. Sinon, la plus importante dans plusieurs pays où est-ce qu'on consomme énormément de bière. Est-ce que c'est justement parce que les gens peuvent en boire beaucoup sans avoir trop d'effets? Tu sais que je veux dire, comme il y a des bières qui sont beaucoup plus fortes, puis ça te frappe beaucoup, là, versus la Pils, souvent, elle est un peu plus légère. Puis je pense qu'il y a un côté culturel aussi. La lager, c'est comme la bière de la désaltération. C'est une bière qui est fabriquée en quantité industrielle. Les coûts sont assez bas, en partie à cause d'une utilisation de grains qui, en général, coûtent beaucoup moins cher, comme le riz. Il y a beaucoup de brasseries qui utilisent du riz. Ça coûte beaucoup moins cher. Ça donne moins de goût, mais ça te permet de rehausser ton alcool. Donc, les consommateurs et les vendeurs sont tous les deux très contents. Parce que tu payes moins pour ta bière, elle te coûte moins cher, tu as un petit peu plus d'alcool, mais ça reste très désaltérant. Tu n'es pas distrait par un goût de 2 ou 3 différents types de céréales. Fait que tu as beaucoup plus de contrôle à la fin. Et puis là, ce qui est en train de se passer, puis c'est un peu la raison pour laquelle moi je m'intéresse à l'histoire des Pils, c'est que l'histoire récente est l'inverse de tout ce qu'on a connu jusqu'à date. Là, dans les années 1970, il y a eu une grande révolte, on dirait, contre les grandes brasseries qui semblaient ne faire que de la lager. Donc, les brasseurs, micro-brasseurs, brasseurs artisanaux se disent « C'est fini, on veut de la bière traditionnelle de type ale. » C'est ça, parce qu'ils font, disons, les micro-brasseries, là, si on regarde qu'est-ce qui sort, c'est pas souvent de la Pilsner. Là. Mais ça, c'est en train de changer. Ah ouais, ok. Parce que moi, je voyais comme ils s'attaquaient à des bières complètement différentes, souvent plus artisanales dans un sens plus différent, dans le fond. Tu sais, que la Pils officielle. Là, la Pils, elle devient le sujet de toutes les controverses dans les années 1970 quand le mouvement pour la bière artisanale prend son essor et commence à faire des bonnes brasseries et commence à faire des émules. On dirait que tout d'un coup, là, les jeunes de cette époque-là se disent « c'est fini la lager, on n'en veut plus ». Donc, par extension, c'est fini la Pilsner parce que c'est pas mal la plus fière représentative de ce type de bière-là. Donc, on se dit « c'est fini, on n'en veut plus ». Dans les années 90, 80 même, peut-être dans les années 2000, on se dit « la Pils, la lager, c'est la bière de mon oncle, j'en veux pas ». Et là, ça commence à changer quand les tactiques, les techniques de brassage s'adaptent à la volonté des microbrasseries, des bières artisanales, puis des goûts changeants. Et puis là, tout d'un coup, on commence à se réintéresser à la Pils, une Pils traditionnelle, mais à travers les microbrasseries. Donc, autrement dit, les microbrasseries commencent à se tanner de faire de la IPA, qui est comme la grande bière de microbrasserie, et ils se disent, et si on essayait de trouver un style qui a été un peu laissé de côté, et puis là, ils trouvent la Pils, ils se disent, OK, on va recommencer à faire de la Pils. Ah ouais, hein? Intéressant. Puis il y a quelques chiffres là-dessus, juste entre 2013 et 2016, la production de Pils a été multipliée par 3. Okay. Donc, tantôt, tu parlais c'était comme la bière de ton grand-père, ton oncle. C'était un peu perçu comme ça. Non, mais c'est vrai, tu sais. Ouais. Puis tu penses de quoi puis là, tu m'as dit ça, puis il y a comme une bière qui est arrivée à la rue, tu sais. Puis c'est la Labatt 50. Oh mon Dieu, tu penses de quoi de la Labatt 50? Puis là, moi, tu me poses des grosses questions, toi, ce soir. Je pense que j'en ai bu peut-être une fois. Là, oui. Mais comme, Labatt 50 tablette, tu sais. Là, si on parle de comme bière de... de notre oncle, tu sais, je sais pas. Tu sais, c'est comme... je sais pas, si tu... toi, tu as déjà bu de la Labatt 50 tablette? Ah oui. Ah ouais?
J'en ai déjà bu de la tablette une fois, mais j'ai surtout goûté ça sous forme de bouteille. Des grosses bouteilles, là. Ah, ok, C'est ok. quasiment 750 millilitres, là, quelque chose comme ça. Moi, j'ai une relation particulière par rapport à ça. Chaque fois que j'ai bu voyons, de la Labatt 50, petit, moyen ou gros format, j'ai eu une excellente soirée. Ok. Mais on Ah dirait que ben. j'avais déjà choisi. C'est comme si j'ai toujours vécu dans un environnement où est-ce qu'il y avait une espèce de respect sacré pour la Labatt 50. Je peux pas l'expliquer. C'est comme si à chaque fois que j'en ai bu, il y a quelque chose de majestueux qui se passait. J'ai toujours eu autour de moi des gens qui avaient une espèce de respect pour la Labatt 50. Ah ouais. J'ai jamais su c'était quoi. Intéressant. C'est Faudrait peut-être. qu'ils sortent une nouvelle, Ouais. je sais pas, une Labatt 55. Genre, juste Ouais. pour. Puis là, ça pourrait vraiment me mêler, là. Ça me plongerait dans une Ouais, crise ouais. existentielle profonde. Je serais plus capable de faire des podcasts probablement pendant 8 mois. Non, c'est ça. Moi, j'ai une amie, elle buvait de la Labatt 50 tablette, puis on était dans un. Puis la raison, c'était, ben, elle était dans un événement de danse, tu sais, puis elle se promenait, elle avait pas le temps de, Mhm. comme, boire sa bière trop Elle avait vite. pas le temps de Elle boire. avait pas le temps de boire. Donc, OK. la Labatt 50 tablette, c'est parfait pour elle parce que c'était, tu sais, elle était déjà tablette. Ouais. Fait qu'elle était déjà chaude. Ouais. Fait que c'était bon. Tu sais. C'est Moi, normal je de comprenais pas servir de la trop, bière mais c'est chaude. correct. Tu sais. Y a-tu beaucoup de bière qui est servie chaude? Comme Ben, tablette, là? ça dépend de ce que tu veux dire par tablette. Tu veux Ouais, je dire sais pas. température pièce? Ouais, température pièce. Ouais. Ouais, C'est quelque chose? Là? ou c'était assez commun. Ouais. Il y a tout un mouvement, en fait, pour le retour de la bière traditionnelle qui est un peu basé là-dessus en Angleterre. Le mouvement s'appelle CAMRA en anglais. C'est comme un mouvement pour le retour des vrais ale. Puis, il y a plusieurs revendications. Ça a commencé dans les années 70. Une des revendications, c'est d'avoir, premièrement, des ale. Deuxièmement, des techniques de distribution, de réfrigération qui font un peu moins perdre du goût à la bière. OK, OK. Et puis, en parallèle à ça, il y a aussi cette idée que pendant très longtemps, puis encore aujourd'hui dans certains bars, la bière draft, c'est pas servi à une très basse température. En fait, ça, c'est une excellente raison de parler des lagers et des bills. Le préjugé que ta bière doit être très froide, donc froide, ça vient des lagers. OK. Ça vient de toute la technologie de réfrigération qui a permis la domination industrielle de la lager et par extension la pils. Dans les années 1800, on commence à expérimenter avec toutes sortes de frigidaires. Pas des frigidaires, pardon. C'est la compagnie. Je me mélange tout le temps. Je pense comme tout le monde. Oh ouais. Ouais, c'est ça. La compagnie frigidaire. C'est ça. C'est la réfrigération qui arrive. Et puis, le chemin de fer aussi qui permet de distribuer ta bière beaucoup plus loin. Le chemin de fer est la raison pour laquelle la Pils est aussi connue aujourd'hui. Ah ouais, ben ouais. Parce que là, on réussit à prendre de la Pils qui est d'abord et avant tout fabriquée en République tchèque et ensuite en Allemagne. On est capable de la vendre, grâce au miracle des chemins de fer, partout en Europe. Et puis, justement, la Pils, elle apparaît pour la première fois en 1842. En 1842, on voit la robe magnifique, dorée de la Pils et on se dit, voici le messie brassicole. Les gens tombent en amour, ça fait un feu de paille. En dedans de 10 ans, t'en as un peu partout aux États-Unis. En même pas quelques décennies, ça va voler la vedette à tous les autres types de bières qu'il y avait aux États-Unis. Ça relance en fait la consommation de bière. Ouais. Et tout ça, ça arrive grâce à deux miracles, la réfrigération et puis les chemins de fer. Il y a d'autres choses qui arrivent, mais c'est deux phénomènes assez importants. Mais ces deux choses-là, ils ont fait vraiment C'est que ça. la Pils était partout. Ouais. C'est sûr que aussi, évidemment, c'est une bière qui est très désaltérante. Ça a beaucoup de goût. Là. Les gens qui aujourd'hui trouvent que les ales, c'est un petit peu trop extrême, ils boivent de la Pils. C'est la raison pour laquelle elle est partout. Mhm. C'est beaucoup plus doux comme goût. Puis... C'est plus doux. Et puis, ça peut même être un petit peu floral. Je veux dire, aujourd'hui, dans le mode de Pils, il y a une réinvention constante. Il est en train de commencer à arriver dans la Pils la même chose qui a commencé à arriver au IPA dans les 30 dernières années. C'est-à-dire beaucoup d'exploration. Ça, justement, c'est une exploration. C'est une bière plus blonde, je dirais, que Pilsner. D'ailleurs, on voit que la couleur n'est pas tout à fait la couleur originale. C'est un petit peu plus jaune. Il y a un petit peu de doré, mais c'est un tout petit peu plus jaune. Ouais, mais pas trop. Ouais. Sauf qu'elle reste très buvable. Moi, je la trouve très bonne. Tu vois, elle, c'est écrit Pilsner Lager Blonde. Ouais. Sur la canette. C'est comme un peu... c'est presque un mix. Là. C'est une lager. Ouais, c'est ça. Et elle est blonde. Et elle est bonne. Oui. C'est le numéro 27. Le numéro 27 pour tout le monde, juste pour qu'on soit certain. Si vous allez à Fernham, ouais. Numéro 27. Ouais, ils ont beaucoup de bières. J'aime beaucoup leur IPA aussi. Alors, c'est ça. La Pils, elle prend d'assaut le monde entier.
Aujourd'hui encore, elle domine les marchés. On n'est pas près de la voir disparaître. Moi, je m'attends à ce que la Pils euh, vole un petit peu plus de part de marché au IPA dans les prochaines années. Je pense qu'on va voir beaucoup de gens qui ont bu juste de la IPA pour les 20 dernières années qui se vont se dire je pense que je suis prêt Pills. à avoir un petit peu moins de houblon dans la gueule. Ah ouais, hein? Ouais, je pense que c'est ça qui est en train d'arriver. Il y a eu une espèce de congrès de la bière où est-ce qu'il y avait évidemment pas un congrès américain dans lequel on parle de révolution, là. Plutôt une grande exposition avec des marchés puis des vendeurs. Et puis ils ont mené une espèce de sondage et ont vu que beaucoup de personnes qui d'habitude boiraient plus de IPA s'étaient mis pour cet événement-là à s'intéresser plus à la Pils. C'est un des indicateurs parmi tant d'autres. Mais la Pils, elle est là pour rester. La Pils, c'est une des grandes bières de la modernité. C'est la grande bière du 19e siècle américain. C'est la bière de la Prohibition, même pour ceux qui s'intéressent à la période. Puis, c'est une des grandes bières que je suis bien content de boire avec toi, le temps d'une bière. Ben oui. Hey, c'était le fun! Si vous aimez ça, le temps d'une bière, ben, on vous invite à nous rejoindre en vous abonnant.